Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Regard croisé, l'avant-projet de la charte pour la paix et la réconciliation en débat. C'est le sujet qui va essentiellement occuper nos regards ce soir. Pour en parler, nos invités, ils sont 4. Le premier, M. Chakmar Soumano, il est coordinateur du Baromètre, président de l'organisation des jeunes patrons du Mali. Il n'a pas l'air d'être le président des jeunes patrons du Mali ce soir. Bonsoir Barou, bonsoir. En tenue décontractée. Mais justement, c'est parce que c'est le week-end. Okay. Donc, merci pour l'invitation. Bonsoir aux téléspectateurs de Renouveau du Mali et de l'ailleurs. Bonsoir à mes co-débatteurs et bon débat à tous. Et plus précisément à votre voisin. À mon ami maintenant, oui. C'est mon voisin de droite. Deuxième invité, Dr Amadou Touré. Il est chercheur en sciences politiques et auteur de ce livre intitulé Reconquête territoriale et souveraineté politique au Mali, cas de Tombouctou, les mérites du général d'armée Assimi Goïta. Docteur Touré, pourquoi un livre sur les mérites du général Assimi Goïta? Merci Borou, bonsoir aux téléspectateurs. Les mérites parce qu'il y a vraiment un changement entre Tombouctou avant 2020 et à partir de 2020. Donc nous avons constaté qu'il y a la restauration de l'autorité de l'État, la souveraineté et la reconquête territoriale sous le leadership du gouverneur Bakoum Kanté. Donc il y a le retour des services financiers, la gestion des tensions à Baradjou, la biennale artistique. Il y a beaucoup d'événements qui caractérisent la particularité de Tombouctou sous la transition du général d'armée Assimi Goïta. Je rappelle au passage que l'auteur même est natif de la région de Tombouctou, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, né et grandi à Tombouctou, 100%. Voilà. Troisième invité de l'émission, M. Abdallah Yatara du parti Guelema, président de l'association des consultants du Mali, Yatara, toujours fidèle au poste. Merci Baro, merci pour l'invitation. Salut à mes co-débatteurs. Je répète encore, association malienne des consultants. D'accord. La précision, elle est bien faite. Quatrième invité, M. Modibo Diakité, qui est de la société civile. Diakité, merci d'être là. Merci Barou pour l'invitation. Bonsoir à tout le monde. Je souhaite un bon débat à tous nos co-débatteurs. Depuis ce début de semaine, les débats enflent autour de l'avant-projet de la charte pour la paix et la réconciliation nationale, commission dirigée par l'ancien Premier ministre Ousmane Oussoufou Maïga. Docteur Touré, sur les débuts du démarrage de ces travaux, sur en tout cas la rédaction, si vous voulez, de l'avant-projet, pas de la nouvelle constitution, mais de la charte pour la paix et la réconciliation. Donc, c'est un début très satisfaisant, parce que nous avons eu les consultations à Bamako. Même moi, il y a eu les consultations au niveau régional, notamment cas spécifique de Tombouctou et Toudeni. Au niveau des autorités régionales, les consultations ont été effectuées et les conclusions sont déjà prêtes pour transmettre à Bamako. Donc pour moi, c'est vraiment une opportunité pour le Mali de régler définitivement toutes les velléités de rébellion, d'indépendance et de gérer de façon définitive le déséquilibre. Quand je parle de déséquilibre, c'est qu'il y a un déséquilibre entre le nord et le sud, un développement harmonieux du pays. Et c'est l'opportunité aussi pour les uns et les autres de corriger ce qu'on appelle les assises nationales de la refondation, le dialogue intermalien. Donc c'est un document certainement qui va compléter la voie malienne. Ça va compléter et donner l'opportunité au Mali de se retrouver, comme c'est stipulé dans les notes de la charte avant-projet. Il faut la tolérance, il faut l'écoute, il faut tendre la main. Sans ces principes, ce serait très difficile que les gens s'entendent, que les gens s'écoutent pour le Mali et au nom du Mali. D'accord. Soumano, sur ce début du démarrage des travaux autour de l'avant-projet de la charte pour la paix et la réconciliation. Merci bien Barou. Moi je pense qu'il est important d'abord de souhaiter beaucoup de courage aux membres, notamment le président de la commission, l'ancien Premier ministre Ousmane Soufi, qui, de mon point de vue, a la carrure. Il impose le respect.
c'est vraiment la sagesse qui s'exprime à travers, en tout cas, les images que moi j'ai vues. C'est une lourde tâche, parce que vous savez, il y a beaucoup de documents qui existent. Nous avons la loi d'attente nationale, qui aujourd'hui, souvent, on a tendance à oublier, mais qui a permis véritablement de faire taire beaucoup de tensions. Nous avons aussi une loi, en tout cas, un pacte de la paix et de la réconciliation qui existe. Et j'espère cette fois-ci, ce document qui sera élaboré puisse être complémentaire et prendre en charge tout ce qui a été comme raté pour les autres documents. Et moi, j'ai senti un débat franc. J'ai beaucoup suivi, en tout cas, le cri de cœur. Et j'ai vu comment les hommes de presse se sont vraiment lâchés. Et c'est très bien, parce que on sent véritablement que personne ne compte la transition. Les gens ont besoin de pouvoir peut-être dire des frustrations. Et je pense que, en tout cas pour ce cas précis, le président a laissé parler. Il a laissé parler les cœurs. Et j'ose espérer que après, en tout cas, cette rencontre, ou après ces assises-là, que nous ne lui reviendrons plus. Et que tous les Maliens puissent se comprendre, s'entendre et qu'on puisse parler de la même voix. Ça, c'est extrêmement important. En tout cas, je leur souhaite plein de succès et je leur souhaite beaucoup de courage. Moribo, votre regard sur le début de ces travaux déjà? Voilà, le début déjà se passe bien dans la forme et dans le fond. Vous y participez? Oui, la société civile, certains acteurs avec qui je partage plein de choses, plein d'avis, participent. Donc, à travers ceci, je me reconnais dans le processus. En même temps aussi, la composition comme Soumane l'a dit, la composition de l'équipe pour conduire les travaux, je pense que impose quand même des respects. Bon, maintenant, l'initiative, ça s'inscrit dans la continuité de l'accord pour la paix et la réconciliation. Et tous ceux qui peuvent amener les Maliens à un dialogue, à la concertation pour jeter les bases de la paix et de la réconciliation sont des initiatives salutaires. Déjà, tous ceux qui se disent de part et d'autre, et surtout on a vu un débat franc entre les acteurs de la presse, les organes de la presse et la commission. Donc, qui montre à suffisance déjà vraiment la sincérité des débats et qui fait en toute sorte que vraiment les uns et les autres puissent quand même évacuer leurs frustrations et même aussi poser des propositions concrètes pour quand même le retour de la paix et de la cohésion sociale entre Maliens et même aussi au jeu des partenaires bilatéraux et multilatéraux. Ok. Monsieur Atra, vous avez un regard particulier sur le début des travaux? En particulier, peut-être que on va dire que je suis un éternel insatisfait, mais j'aime souvent le travail bien fait. Vous savez, le dialogue intermalien, enfin la charte pour la paix et la réconciliation est une recommandation du dialogue intermalien. Effectivement, même dans je dirais plutôt que ce n'est pas un avant-projet, c'est juste le terme de référence. Et il est stipulé dans la partie... L'intitulé officiel, c'est l'avant-projet. Oui, l'intitulé, en fait, dans la partie justification, il est dit qu'après plusieurs enseignements tirés des différentes rébellions et des différents accords, le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale a stipulé d'élaborer la charte pour la paix. Vous comprenez? Et même quand vous prenez le contexte de cette TDR-là, on ne parle uniquement que de conflits intercommunautaires, de conflits intracommunautaires, de rébellions, d'instabilité politique institutionnelle, des accords de Tamanrasset, pacte national, accord d'Alger pour la paix. Vous voyez? Donc en réalité, moi je me demande quelle sorte de paix en réalité on veut. Je me pose cette question-là. Parce qu'en réalité, la charte pour la paix est une recommandation du dialogue intermalien. Et je crois que ça devrait être en droite ligne, non seulement de faire la paix avec les mouvements armés, avec les djihadistes, mais aussi trouver des solutions aux conflits inter- et intracommunautaires. Je le vois dans ce sens. Mais ça vient avec la même mythologie que le dialogue intermalien, que les assises nationales de la référendation. En fait, chaque corporation qui vient plutôt parler de ses propres problèmes, plutôt en réalité que des termes de référence. C'est ça le problème. Oui. C'est pourquoi je me demande quelle paix en réalité on veut. D'accord. J'ai dit il faut circonscrire cette paix-là en réalité. C'est pour ça que je demande aux modérateurs
de circonscrire cette paix-là, demander à chaque couche, à chaque catégorie socioprofessionnelle. Vous pensez qu'on est dans les revendications? Je pense qu'on est dans ça. Oui. Je pense qu'on est dans ça. Quand on écoute la presse, quand on écoute les partis politiques. Chacun vit avec son problème, mais pas en réalité de la paix. J'ai dit, comme le dialogue intermalien, j'ai dit, non seulement le dialogue intermalien a dévié de ces thèmes de référence, mais aussi cette charte pour la paix aussi est en train de dévier de ces thèmes de référence. D'accord, ok. Monsieur Touré, en écoutant Abdallah, on a l'impression qu'on est dans une sorte de plaidoyer pro-domo, au lieu de passer à l'essentiel. Bon, c'est sa compréhension, c'est que je ne partage pas. C'est ce qui se dégage en tout cas. Non, il a toujours cette façon de comprendre les choses. C'est bien. Mais parallèlement, c'est un avant-projet, parce que si on lit bien les notes, on dit que désormais, ce qui va servir de cadre de référence par rapport à la vie politique, en termes de conflit, en termes de réconciliation, en termes d'unité, en termes de gestion. Donc, si on parle de vie politique, c'est qu'on ne peut pas enlever les autres, les corporations. Donc, cela veut dire que si on veut vraiment un Mali réconcilié, c'est qu'il faut écouter tout le monde. Cela veut dire que les anciennes recettes n'ont pas porté fruit, notamment l'accord d'Alger, les batteries de pacte, les batteries de dialogue. Cela veut dire qu'en ce moment, il y a quelque chose qui n'a pas marché. C'est qu'il faut écouter tout le monde de façon sincère, à discuter autour de l'essentiel pour que nous puissions nous écouter et nous associer sur quoi? Sur la base de quoi? À base de la réconciliation, de la justice. Sur ce point, justice, pourquoi? Parce qu'on dit réconciliation, on dit pardon, mais on veut aussi justice et réparation et reconnaissance. Je parle du cas spécifique de Tombouctou, et notamment le bateau où il y a 400 victimes. Je parle du cas spécifique de ceux qui attaquent les deniers publics. Donc c'est pour dire qu'ils peuvent avoir amnistie, ils peuvent avoir ouverture, mais pas pour ceux qui sont coupables de viol, ceux qui sont coupables de détournement, ceux qui sont coupables d'atteinte, ceux qui sont coupables d'atteinte aux civils ou aux insignes de l'État. Donc c'est pour dire que ce qu'Abdallah a dit, c'est bien, mais au-delà de tout ça, il faut qu'ils comprennent que cette charte n'a que objectif principal, c'est de gérer la vie politique. Ça a été dit dans les notes. Et sans écouter tout le monde. Et quand on écoute la presse, c'est qu'il y a un problème. C'est quand on écoute les autres. Donc, si chaque Malien ne s'exprime pas, si chacun de nous, on n'a pas le sens de s'écouter, on ne peut pas aller là. C'est pourquoi j'avais dit au départ, cette charte, c'est une seule opportunité unique pour qu'on puisse aller définitivement à gérer tous les problèmes. Sans cette charte, il était difficile que les Maliens s'entendent. Soumano, en écoutant certaines interventions, est-ce qu'on n'a pas en droit de suivre un peu Abdallah en disant que les débats, on est en train de dévier de l'essentiel. On est en train de parler de tout sauf le retour de la paix et la réconciliation. Non, vous savez, il y a... on parle plutôt de l'aide à la presse, on parle plutôt de l'aide aux partis politiques. Mais, Walou, vous savez, si... moi, je partage parfaitement le développement fait par mon ami, mon vis-à-vis. Vous savez, quand on met les thèmes de référence et qu'il faudrait se borner à rester uniquement dans le cadre des thèmes de référence, on risquera d'occulter beaucoup de choses. Et parce que, vous voyez, aujourd'hui, moi, j'ai aimé la franchise des débats, la sincérité des débats. J'ai beaucoup, particulièrement regardé les échanges entre les organes de la presse et la commission. Tout ce qui a été relevé, parce qu'aujourd'hui, tant qu'on ne dit pas, on n'exprime pas ce qu'on ressent et qui semble être la frustration, on ne peut pas parvenir à la paix. Et il faut noter également que la paix, c'est un processus. La paix, c'est un processus. Ce n'est pas tout de suite qu'on peut l'acquérir, mais c'est un processus. On essaie de jeter les bases et on y va. Et chaque jour que Dieu fait, on va affiner les positions. Maintenant, moi, je suis d'accord qu'on écoute. Mais en tous les cas, le rapportage, c'est aussi ça. C'est de voir ce qui est essentiel et ce qu'il faudrait réintégrer dans le rapport qui va être rédigé. Mais il ne faut pas aussi occulter que si vous voyez aujourd'hui qu'on dévie, enfin, d'après les propos de Abdallah, qu'on est en train de dévier, c'est parce que peut-être que les thèmes de référence aussi sont un peu... Il y a cette différence au niveau des insuffisances. C'est d'ailleurs ce qu'il a critiqué. Voilà, je dis il y a une différence au niveau des thèmes de référence. Est-ce qu'il faudrait, sachant qu'il y a ça, est-ce qu'il faut rester dans le cadre des thèmes de référence ou alors laisser les gens s'exprimer? Autre chose, moi je pense que ce qui est important, c'est qu'on vient d'assister à l'AID, le médiateur de Madame le médiateur de la République fait un travail remarquable. Et pour moi, si vous écoutez les populations qui sont allées s'exprimer
à l'espace d'interpellation, il y a des éléments aujourd'hui qui me semblent essentiels pour qu'on puisse parler de la paix. Ça, c'est la question les questions foncières. Aujourd'hui, si vous demandez, vous allez dans les téléphones du Mali, vous posez la question, les gens vont dire qu'il faudrait qu'on puisse véritablement régler la question foncière. Et maintenant, qui va porter cette voie-là? C'est pour cela que j'ai dit, ce serait bien, de mon point de vue, en tout cas, moi, je fais confiance à la compétence et à la sagesse des membres de la commission, et je sais qu'ils pourront tirer leur épingle du jeu et nous donner un document dans lequel tous les Maliens vont se reconnaître. Sur l'orientation des débats déjà? Non, au fait, l'esprit, elle est bonne. Mais maintenant, la pratique, c'est tout autre. C'est qu'il ne faut pas que ce projet de texte soit une lettre simple comme les autres. Aujourd'hui, nous faisons face à un certain nombre de problèmes, d'où on peut dire que la paix n'est pas seulement l'absence de la guerre, c'est une vertu, c'est un état d'esprit, et fondé sur la confiance et la justice. Aujourd'hui, où en sommes-nous avec la confiance entre les gouvernants et les gouvernés? Est-ce que déjà, tout ce que les gens sont en train de reprocher, les venins qui sont en train d'être dégagés par les intervenants de part et d'autre, est-ce que ce processus déjà ne montre pas la limite de l'initiative de la charte? Parce qu'aujourd'hui, il y a une difficulté qui montre que une crise de confiance s'installe entre les gouvernants et les gouvernés. Et tant qu'il y a une crise de confiance à ce niveau, cela montre que les gens doutent de la véracité ou bien de la sincérité de l'initiative d'aller vers la paix. Parce que c'est là qui instruit les initiatives de paix et de la réconciliation doivent quand même par leurs actes vraiment être des modèles dans ce sens. Nous sommes pour la paix et pour la réconciliation. Mais ce que la presse décrit, c'est la société civile décrit la même chose. Donc la presse n'est pas en dehors de la société civile. Oui, mais je vais simplement dire, tous les secteurs aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, est frappé de plein fouet par des mots auxquels vraiment qui peuvent entacher le processus. Et nous sommes en train d'assister à un autre fait qui suscite des interrogations. Parce que les institutions phares de la transition, aujourd'hui, qui sont censées conduire les projets de paix et de réconciliation, et si on sent que, par exemple, au niveau du CNT, il y a des acteurs politiques qui haussent le ton pour quand même remettre en cause, c'est-à-dire le processus démocratique, aller retourner vers les pensées uniques, du coup, ça c'est des choses de nature à prouver qu'il y a un manque de sincérité dans le processus. Donc, nous estimons aujourd'hui que l'initiative d'aller vers une charte pour la paix, elle est bonne, mais il faut quand même que ça soit traduit par la pratique des acteurs qui dirigent le pays. Okay. Et cela ne peut pas se faire sans se mettre au-dessus des mêlées. Ok, M. Yatara. Je vais leur dire que quand vous analysez les assises nationales de la refondation, 517 recommandations, on n'a même pas fini de mettre en exécution 30% de ces recommandations. On vient dans le dialogue intermalien, à peu près 300 recommandations, on n'a même pas fini de mettre en exécution 20% de ces recommandations. On se retrouve maintenant dans la charte pour la paix et la réconciliation. Et pourtant, la paix et la réconciliation ont été bel et bien traitées, non seulement par les assises nationales de la refondation, mais aussi par le dialogue intermalien. Et d'ailleurs, dans le dialogue intermalien, dans sa thématique paix et sécurité, 2 recommandations fortes ont été dégagées. Négocier avec les mouvements armés et dialoguer et engager un dialogue doctrinal avec les djihadistes. Ça a été fait. Donc, la thématique paix et sécurité là, ça a été non seulement traité par les assises nationales de la refondation, mais aussi par le dialogue intermalien. On revient aussi. On est dans une sorte de répétition. C'est une répétition. Oui. Et on touche à tous les secteurs. Même dans cette charte pour la paix là, on touche à l'éducation préscolaire, l'éducation scolaire, l'éducation civique, la réduction de la pauvreté, l'hygiène, le chômage. On touche à tous les secteurs. C'est pas fait pour ça. Quand on dit paix et réconciliation, c'est entre les acteurs qui ne s'entendent pas. Ça, c'est clair. Ça, c'est le bien, c'est en français facile.
ne cherchons pas à mêler tous les secteurs dans ce programme. Sauf que l'objectif de cette charte, c'est de remplacer la charte. Voilà, la différence entre la charte pour la paix qui est en cours et le dialogue intermalien et les institutions de la refondation, c'est que dans l'article 72 de la charte pour la paix, il est dit que les recommandations seront promulguées, donc pas forcément par le CNT, ils seront promulguées par le... Sauf que la charte doit être faite pour remplacer l'accord pour la paix. Voilà. Et l'accord prend en charge aussi ces questions mentionnées. Charte pour la paix et la réconciliation, qu'on nous dise quelle sorte de paix en réalité on veut. On est des patrouilles, on est touché à tous les secteurs. C'est pas fait pour ça. Les États généraux ont été faits dans tous les domaines. Et qu'est-ce qu'on va faire encore avec ces mêmes domaines-là dans la charte pour la paix? Les États généraux ont été faits. On est même dans la préparation des États généraux du sport. On a fini avec l'éducation, on a fini avec la jeunesse, on a fini avec la santé. Vous comprenez? Alors, les recommandations des différents États généraux ont caractère obligatoire, mais pourquoi on fait ces mêmes secteurs-là, éducation, santé, on veut encore les trouver dans la charte pour la paix? Ça n'a pas de sens. Touré, certains pensent qu'il y a certains acteurs quand même qui ne sont pas, en tout cas, associés à ce débat, qui sont même absents. Oui, sur ce point, il y a ce qu'on appelle, il y a une évolution entre les assises, les dialogues et en ce moment avec la charte. Cela veut dire quoi? Ceux qui ne sont pas là, l'État devrait, au nom de la réconciliation, tendre la main, les appeler, les écouter. Et c'est ce qui a manqué? Bon, ça a été fait, mais certains ne sont pas là. Donc, mais s'ils reviennent, j'ai dit, mais s'ils reviennent, il faudrait toujours qu'il y ait justice, qu'il y ait réparation. Vous faites allusion à quel acteur déjà? Bon, je fais allusion aux acteurs, notamment les ex-rebelles, qui seraient impliqués dans l'attaque du bateau de Tombouctou, et aussi qui seraient impliqués dans les victimes, notamment civiles et militaires au niveau des régions du Nord. Donc il faudrait une reconnaissance par rapport à et une réparation par rapport à ces victimes. Maintenant, quand on parle des exilés politiques, notamment des religieux tels que Ducos et autres, moi je pense que l'État doit faire appel à ceci pour qu'ils reviennent. Comme on l'a dit, pour la réconciliation, il faudrait que chacun de nous accepte de s'écouter et pardonner. Pardonner veut dire ouvrir une sous forme d'amnistie. Amnistie pas pour ceux qui seraient coupables. Ceux qui seraient coupables de violence, ceux qui seraient coupables d'attaque au bien public. Maintenant, les acteurs qui sont là, par rapport aux thématiques, moi je réponds que vraiment les thématiques sont conformes à la réalité du Mali. Quand on prend un exemple de l'engagement citoyen, l'engagement citoyen veut dire quoi? Il faudrait renforcer la citoyenneté de base. Je donne un exemple chez nous. Nous avons un citoyen de Tombouctou très engagé, du nom de Draman, Amadou Draman Dipeti. Lui, il a l'habitude de désensabler les routes, prendre en charge la citoyenneté de Tombouctou. Il équipe les mosquées par dépendance. Donc, ça veut dire qu'il faudrait aussi la reconnaissance culturelle. Parce qu'on a cette fois-ci la chance pour Tombouctou d'organiser la biennale. Et si on octroie tout ça pour dire non, il faut aller vers la paix, on a vu qu'on a fait l'accord. Moi, je pense que cette charte, c'est pour compléter les insuffisances des différents accords. Les différents accords ont été signés uniquement entre l'État et les belligérants. Cette fois-ci, nous avons l'implication de toute la population, notamment les acteurs culturels qui cherchent une reconnaissance, des gens qui ont beaucoup fait pour la nation, des gens qui ont été vus. Donc, il faut que chacun de nous s'exprime. Donc, il ne faut pas occulter l'expression publique. Il faudrait donner l'opportunité à chacun d'exprimer pour qu'on puisse aller de l'avant. Maintenant, les acteurs qui ne sont pas là, j'ai dit vraiment, il faudrait que l'État les fasse appel. S'il y a réconciliation, généralement, on dit... En politique, c'est entre quelqu'un avec lequel on ne s'entend pas. Donc tout le monde doit être là, tout le monde doit être... chaque citoyen devait se retrouver dans le présent accord sous forme de charte. Soumano, sur la situation des abonnés absents? Oui, moi je suis parfaitement d'accord qu'on les associe. Le format, parce qu'il faut noter, il y a deux catégories. Il y a ceux-là qui souffrent d'un mandat d'arrêt. Il y a d'autres qui n'ont pas encore de mandat d'arrêt. Et il faudrait aussi prendre en compte le principe de fonctionnement de l'État. Parce que si ceux qui souffrent d'un mandat d'arrêt, et si on les fait venir, est-ce que quelque part on va empêcher la justice de faire son travail, chose que moi je ne le conseillerais pas, parce qu'il faut quand même laisser l'indépendance de la justice. Maintenant, il peut y avoir des formats de les écouter. C'est-à-dire, ça peut être par visioconférence, il faut les prendre en compte. Pour moi, il y a des formats. Hein. On est dans une technologie très avancée, mais il est important de les associer. Et aussi, c'est des Maliens. Et moi, je dis,
une chose est de commettre une erreur, mais une autre chose est de se repentir et de pouvoir mettre ses compétences au service de la nation. Donc je pense que la plupart de ces gens, en tout cas moi je connais certains d'entre eux, qui sont dans cette prédisposition de pouvoir véritablement servir la nation malienne. Donc vous faites la différence entre les signataires de l'accord pour la paix et également les exilés politiques. Oui, je sais. Vous faites la différence. Oui. Maintenant, pour ceux qui sont des groupes armés et qui aujourd'hui on est en train il y a beaucoup d'autres charges, mais même si c'est pas encore judiciarisé, pour moi, c'est la même question. Pour certains, c'est judiciarisé. Oui, bon, pour ceux qui sont judiciarisés, je les mets dans le même lot pour ceux qui souffrent de mandat d'arrêt. Maintenant, pour ceux pour lesquels c'est pas encore judiciarisé, je pense qu'il y a déjà une première recommandation qui demande à ce qu'on puisse échanger avec eux. Je pense qu'il faudrait réfléchir au format et je sais que les hommes et les femmes qui animent la commission sauront trouver les formules. Maintenant, pour revenir à Bella et le rassurer, vous savez, la question de paix, s'il me dit, il a cité un certain nombre de secteurs pour lui qui ne devraient pas rentrer dans le cadre de discussion, moi je lui dis, mais je le renvoie directement aux Nations Unies. Quand on dit que les Nations Unies sont là pour préserver la paix et la sécurité internationale, et regardez toutes les tentacules des Nations Unies, même la question environnementale des Nations Unies s'intéresse, parce que s'il y a un danger au niveau de l'environnement, ça peut avoir des répercussions sur la terre. La question de l'éducation, donc tous ces éléments rentrent dans le cadre de la paix. Et la notion de paix par excellence peut se définir comme étant un état d'esprit où les gens sont en quiétude. Se dire, on est hors de danger, nous ne souffrons d'aucune difficulté de pouvoir nous mouvoir, etc. Et donc, il n'y a aucun sacrifice n'est de trop. Et encore une fois, je pense qu'un élément est essentiel. Il faudrait élargir les discussions aux exilés politiques et à ceux-là qui aussi ont des mandats d'arrêt. Il faut les associer et ça peut permettre de pouvoir bénéficier de leur expertise et de leurs compétences. Mais encore une fois, il faudrait qu'ils puissent montrer leur sincérité, accompagner l'État du Mali. Ok. Est-ce qu'on peut finalement faire l'impasse sur la situation de ces acteurs absents tout en aboutissant à une charte pour la paix et la réconciliation consensuelle? Au lieu de faire l'impasse, pas pour les absents, mais il faut voir, est-ce qu'au Mali, là où nous sommes, tous les acteurs à l'interne du Mali se reconnaissent dans le processus? C'est une autre question, à plus forte raison aussi qui sont en Certains ont été exclus? Oui, mais quand on fait la restriction des libertés et que certains acteurs politiques, on est en train de ils ne se sentent pas en sécurité pour participer, les gens viennent au débat avec la peur au ventre, où vraiment les gens ne se sentent pas trop à l'aise pour donner leurs opinions. Pourtant, on a l'impression que les débats sont libres. Non, les débats sont libres. Oui. Mais comment les gens participent au débat? Ça, c'est quand même un autre détail à part. Moi, je ne crois pas, si les gens de CDR se reconnaissent dans ce processus, je ne crois pas les gens de Yélema et tout autre parti politique aujourd'hui qu'on est en train de taxer les mauvais soutiens ou bien face au Dendjougou se reconnaissent dans ce processus, parce qu'on va tout simplement dire que ceux-ci sont des gens... Oui, mais est-ce que cet espace n'est pas le lieu pour aller dénoncer tout cela? Mais la dénonciation c'est fait. On n'est pas en train seulement de construire et de bâtir la paix, mais on parle de la réconciliation aussi. Donc ce processus, on dit la paix n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Ce comportement dans la pratique, qu'est-ce qui est en train de se passer pour que les gens aillent vers la paix et la réconciliation? Et quand on doit décrier des choses, c'est le système en place aujourd'hui qui n'encourage pas que les gens s'ouvrent à un réel débat, parce que par peur de ne pas se retrouver dans une situation conflictuelle avec le pouvoir. Et d'autant que nous, aujourd'hui, on aurait souhaité que les Maliens qui, par peur, qui se sont exilés, puissent être associés au débat, mais les Maliens aussi, à l'interne, puissent venir librement au débat sans avoir de contraintes. D'accord. Donc, le débat aujourd'hui, l'esprit animé pour aller vers la paix, la réconciliation, cet esprit, il est bien, ouais. Mais le contenu, la mise en œuvre, c'est tout autre. Parce qu'en réalité, tout se passe de telle sorte que même les bases, les fondements même de la démocratie, on est en train de les tuer. D'accord. Donc, on ne peut pas dire, bon, on veut la paix et on va
on s'éloigne du retour à l'ordre constitutionnel. On veut la paix, on veut quand même stigmatiser une catégorie de population pour leur dire que bon, vraiment, vous êtes des Fasodins du coup. Ces pratiques sont des tendances à ne pas encourager à aller vers la paix et à la réconciliation. Jatara, vous pensez comme Diakité que le contexte n'est pas propice à un débat franc, libre? Bon, non, je pense que le débat quand même est libre en réalité. La parole est libre, très honnêtement. Je n'ai pas vu le président où il suffit quand même interdire à quelqu'un de parler, de s'exprimer. Je n'ai pas vu ça pour le peu que j'ai écouté quand même. Je n'ai pas vu c'est quoi que la parole est très libre. Mais comme je l'ai dit, je reviens encore, on ne sait pas où on va. On a fini avec les états généraux de tous les secteurs. Les mêmes thématiques ont été traitées par les assises nationales de refondation. Ces mêmes thématiques reviennent pour le dialogue intermalien. Ces mêmes thématiques reviennent pour la charte pour la paix. Mais où est-ce que l'on va? Dites-nous où l'on va. Finalement, qui aura la primauté? Les conclusions des états généraux ou les conclusions des assises nationales de la refondation ou les conclusions du dialogue intermalien ou peut-être la charte pour la paix, parce que ça quand même, les recommandations vont au CNT, seront votées et seront promulguées par le général d'armée Assimi. Mais tous ces documents-là, pour faire du Mali un pays émergent, on n'a pas besoin de tous ces documents. Les problèmes de tous les secteurs sont connus. La méthodologie n'a pas varié. On convoque les politiciens, ils viennent avec leurs problèmes. On convoque la presse vient avec ses problèmes. On convoque la société civile vient avec ses problèmes. Mais ce n'est pas ça. On dit la charte pour la paix et la réconciliation. Il n'y a pas de paix entre qui et qui, il faut le dire. Et qui ont besoin d'être réconciliés, il faut le dire. Travaillons dans ce sens, c'est aussi simple que ça. Au lieu de venir toucher à tous les secteurs, ça n'a pas de sens. D'accord. Touré, pour sortir de ce dossier? Bon, pour sortir de ce dossier, c'est que je dirais que la démarche est bonne, contrairement à d'autres avis. La parole est libre parce qu'on a vu les gens dire ce que du profond du cœur. Et par rapport à la réconciliation à la paix, c'est que je renvoie toujours à une très bonne lecture du document parce que la charte stipule que ce document va servir de référence pour la gestion de la vie politique du Mali. Donc c'est noté. Et ce document va prendre en charge aussi la paix, la réconciliation, la tolérance, l'écoute. On ne peut pas développer un pays sans mettre en place les bases d'une paix durable, d'un développement équilibré. Un développement équilibré, moi j'insiste pour le Nord, parce que nous avons besoin d'infrastructures. La seule route qu'on a, c'est la route Léré-Gomokura qui est à 50%. Dû à l'état de l'insécurité, dont les auteurs sont connus. Il faudrait que les auteurs soient interpellés, qu'il y ait réparation, qu'il y ait justice. Et aussi par rapport à la conclusion, moi je mettrai l'accent sur les acquis des assises. Et parallèlement aux recommandations du dialogue ou notamment aux partis politiques, supprimer le financement des partis politiques. Je suis d'avis qu'on renforce la capacité de l'EJ, la bonne dynamique que l'EJ en quelques mois a pu faire le référendum. Je suis d'avis qu'on fasse une reconnaissance culturelle, surtout pour nos acteurs culturels qui sont à Tombouctou, qui ont plus de 30 ans d'activité. Je donne l'exemple de Abdelrahmane Faradidi, Adé. C'est des gens vraiment que l'État doit les accompagner. J'interpelle tous les acteurs à ce niveau. Que si vous voulez le Mali, saisissez l'opportunité de la charte pour qu'on aille vraiment en avant. Parce que depuis 1960, c'est le même problème. La charte, c'est la seule opportunité où les gens doivent tout dire, tout décider avec tout le monde. Tout le monde doit être interpellé et rappelé. Que tout le monde vienne, les exilés politiques, ceux qui ont des problèmes viennent, mais que justice soit faite, que justice soit rendue pour nos victimes, qu'il y ait réparation et reconnaissance. Ok, Soumano, pour sortir de... Déjà, pour sortir de ça, je pense que mon cher ami, il y a un mot qui est un peu trop fort, je trouve, quand on dit qu'on ne sait pas où on va. J'espère qu'on sait, en tout cas la commission sait où elle va, parce que ne serait-ce que les expériences des uns et des autres permettent de leur montrer la voie, de clairer mieux la voie. Donc je sais très bien là où ils vont. Ils savent très bien là où ils vont. Deuxième chose, quand on dit que les assises ont été faites partout, moi je dirais non. Prenons aujourd'hui le sport. Le sport aujourd'hui, vous savez, si on doit réconcilier aujourd'hui, c'est dans le domaine du sport, il y a actuellement même un conflit en gestation à deux niveaux, au niveau du comité olympique et au niveau de la FEMAFOOT. Donc je pense, d'ailleurs, je profite pour soutenir, apporter mon soutien au monsieur le ministre des Sports pour tout ce qu'il fait. Donc pour moi, il y a des assises, par exemple du sport, qui se tiendront bientôt. Et donc, imaginez comment est-ce qu'on peut parler d'une réconciliation alors que
certains acteurs sensibles, tout le monde est sportif. Si on n'est pas amoureux du ballon rond, on est amoureux du basket, du taekwondo, etc. Donc aujourd'hui, si vous regardez dans ces différentes fédérations, c'est difficile. Vous allez voir que souvent les gens ne se parlent même pas. Donc il est important que les autorités parlent de ça pour que les questions de renouvellement des instances et la notion d'entente, qu'est-ce qu'on entend par ingérence, ça c'est important. Et il y a une assise qui se tiendra. Donc pour moi, et si on a là, heureusement que tu n'as pas cité que le sport a été pris en compte, et moi j'estime que le sport doit être pris en compte. Et donc moi je suis convaincu que, en tout cas, ceux qui conduisent avec beaucoup plus de minutie, je dirais bien, ces concertations savent où elles vont. D'accord. Et ceux qui savent, ils vont, je veux dire. Donc vraiment, il faut leur faire confiance. Et attendons que le document, là, c'est là qu'il y a un avant-projet. Et c'est sûr que même cet avant-projet, si on le met à des discussions, il y aura encore certainement des gens qui vont dire qu'il y a des choses qui manquent. Et j'ose espérer que tous les Maliens doivent de bonne foi. Et je pense que ce n'est pas le rôle de quelqu'un de se refuser d'apporter son expertise ou en tout cas sa proposition au débat, parce que c'est le moment ou jamais pour pouvoir rassembler tous les Maliens. Ok, allez-y. Moi, je pense que je regrette d'un fait. Nous voulons une paix, ça, la démocratie. Si c'est ça, il n'y aura pas de paix. Parce que la garantie de la paix... On a entendu quand même un intervenant réclamer même la dissolution des partis politiques. Exactement. On ne peut pas prétendre aller vers la paix sans un retour à l'ordre constitutionnel et la démocratie. Ça, c'est le gaz du fondement de la paix. Maintenant, ceux qui prétendent que, bon, il faut suspendre les subventions aux partis politiques, il faut suspendre vraiment les mouvements politiques, continuer à soutenir la restriction de la liberté d'expression des presse et continuer à supporter les taxes excessives de la population, est-ce qu'on est en train d'assurer donner une garantie de paix et de réconciliation aux Maliens? Moi, je pense non. Il faut quand même travailler de telle sorte que les gens se sentent plus en l'aise par rapport à ce qui se passe dans le pays. C'est-à-dire les décisions ne soient pas imposées, la paix, la réconciliation, on ne l'impose pas. On incite les gens à se réconcilier dans la confiance, dans la justice et dans le respect mutuel. Et les choses qui se font aujourd'hui ne sont pas de nature à garantir la paix et la cohésion sociale entre les Maliens. Ni de rien sur les différentes plateformes des réseaux sociaux. Quand on regarde les commentaires de part ou d'autres, même si vous critiquez un tout petit peu le régime en place, vous entendez des gens qui viennent sur votre page, vous insultent, vous disent des choses, ça veut dire que ça ne va pas. Donc, il y a quand même un travail qui doit être fait pour comprendre que les gens qui sont d'avis ou bien qui sont d'avis contraire des autorités en place ne sont pas des façons d'Indjougou. Et ce processus aujourd'hui entache la bonne démarche en cours, qui est l'élaboration de la charte, parce qu'il y a une crise de confiance entre ceux-là qui rédigent ou bien qui dirigent les affaires du pays et une bonne partie de la population malienne. Et tant que cette crise de confiance, on ne trouve pas des moyens de la solver, difficilement on peut dire que bon, on va vers le retour de la paix, et que ceux-là qui sont en train de faire ce travail-là peuvent quand même sortir de quelque chose qui peut garantir la paix. Parce que la paix, il faut quand même que tous les acteurs, que ce soit politique, société civile, même les autorités, que les gens parlent d'une même voix. D'accord. Monsieur Yadara. J'ai juste l'impression que peut-être que quand on faisait les assises nationales de la refondation ou le dialogue intermalien, mes deux amis n'étaient pas là, je pense. Ton voisin, ton vis-à-vis. Mon voisin. Ton vis-à-vis, allez-y. Parce que de la façon dont ils parlent, j'ai l'impression qu'ils connaissent, ils n'ont pas une large vue peut-être des conclusions du dialogue intermalien et des assises nationales de la refondation. Et je dirais tout simplement que moi, je pense que cette paix et cette réconciliation, les véritables acteurs ne sont pas présents. Les véritables acteurs ne sont pas présents. On ne peut pas prôner une paix, une réconciliation tant que les acteurs ne sont pas là. Et ça, c'est clair. Les mouvements armés ne sont pas là. Je ne dirais pas les djihadistes. Ceux qui sont à l'extérieur, qui sont privés de rentrer au pays, ne sont pas là. Peut-être les acteurs de conflits intra- et intercommunautaires peut-être sont là. On peut peut-être trouver une solution à ça. Mais je pense qu'on ne peut faire la paix et la réconciliation qu'avec des acteurs qui sont en conflit.
parlé des différents secteurs, on a parlé on est en train de faire tous les états généraux. Et d'ailleurs, il le confirme, les états généraux du sport sont en cours de préparation, les états généraux de la culture sont en cours de préparation. On a fini avec l'éducation, la santé, on a fini avec quoi encore? Pratiquement, on a fait les états généraux de tous les secteurs. Mais de quoi est-ce qu'on veut parler encore pendant ce processus pour la paix? Ça n'a pas de sens. D'accord. Ça n'a pas de sens. Marchons vers la paix et la réconciliation. Appelons les véritables acteurs, discutons pour que vraiment la paix puisse revenir au Mali. Il n'y a pas de développement sans la paix. D'accord. Oui, allez-y. Pour qu'on puisse se comprendre, on dit qui veut la paix prépare la guerre. Cela veut dire que la paix, si ça ne se décrète pas, ça s'impose. Le Mali a assez perdu de temps de 1960 à ce jour. Cela veut dire quoi? La charte est là. Et ceux qui peuvent venir viendront. Ceux qui ne peuvent pas venir viendront. C'est-à-dire que c'est à l'État, à travers cette charte, de créer les conditions pour le retour de tout le monde. Il a dit que l'État peut même prendre l'amnistie pour ceux qui n'ont pas pris ceux qui ont pris les armes et qui n'ont pas commis des crimes. Mais peuvent revenir. Pas la voie de l'impunité. Maintenant, ce que lui dit, ça n'engage que lui. Pour dire qu'il y a la liberté de restriction, je ne partage pas ce point de vue. Pour dire qu'il n'y a pas le retour à l'ordre constitutionnel, je ne prends pas cet avis. La charte, c'est pour réconcilier les maux qui minent notre société. Et c'est la seule opportunité aujourd'hui. Il a ce problème, il peut se présenter, à la commission, dire ses vérités et en prendre en compte. Ça ne peut pas se faire sans une autorité légale légitime. D'accord. Des informations persistantes indiquent la non-reconnaissance du passeport AIS par certains pays européens, ce qui a fait déjà réagir le ministère de la Sécurité du Mali. Soumano, réaction? Oui, vous savez, moi sur la véracité de ces informations. Oui, la véracité, bon, je l'ai appris en même temps que les autres. Moi, j'étais même pas là, j'étais en Europe, j'étais en Allemagne précisément. Vous avez voyagé avec un passeport AIS? Non, moi, j'ai voyagé avec mon passeport CEDEAO est en cours de validité. Okay. Mais je ne vois pas, moi, personnellement, je pense qu'il y a eu entre-temps, il y a beaucoup d'ambassades occidentales qui délivrent des visas. L'espace Schengen qui pose problème. Non, pas moi à ma connaissance. Non, pas vous, mais... Voilà, non, je dis moi à ma connaissance. Parce que moi, ce qui est sûr... vous travaillez beaucoup avec la diaspora. Voilà, moi qui travaille beaucoup là. Moi, personnellement, je n'ai pas été saisi d'un cas par... Pourtant, je suis très proche des Maliens de la diaspora et précisément ceux de l'Europe. Et je dirais même, pendant que ça se faisait, en tout cas quand j'apprenais l'information, moi j'étais en Allemagne et je suis venu à Paris et je n'ai pas entendu quelqu'un qui soit de la communauté baromètre ou en tout cas ou qui soit un jeune patron qui m'ait saisi et me disant bon voilà la difficulté qu'on a. Maintenant, ce qui est important, il faut que les gens puissent faciliter le travail aux autorités. Quand il y a des informations comme ça, et moi je salue d'ailleurs la sagesse de communiquer fait par les autorités, si aujourd'hui il y a des difficultés, pour moi le mieux c'est d'informer les autorités. Parce que quand on met ça sur la place, on étale ça sur la place, chacun y va de son interprétation. Et ce qui même n'est pas vrai peut être considéré comme étant la véracité. Donc en tout cas... Vous doutez déjà de la... Pas que je doute, je fais un constat et je donne moi, je propose, c'est important. Je dis, s'il y a d'aventure, il y a des gens qui seraient confrontés à ça, pour moi, au lieu de pouvoir venir l'expliquer dans des endroits qui, de mon point de vue, sont souvent des professionnels de la communication, c'est de pouvoir saisir les autorités, comme ça a été dit. Ça peut être les ambassades, ça peut être même le ministère de la Sécurité ou le ministère des Affaires étrangères ou le Mali de l'extérieur pour poser le problème. Et en ce moment, je pense que les voies les plus autorisées pourraient informer les Maliens et en leur demandant des meilleures dispositions à prendre. J'étais sur ces informations concernant le passeport AIS. Vous savez, je ne vais vraiment pas beaucoup m'appesantir sur ce débat concernant le passeport AIS. Parce que moi, je reste encore dans la CEDEAO. Donc, je préfère ne pas trop m'aventurer dans ce débat, mais je regrette quand même de constater... Donc, vous n'allez jamais prendre le passeport AIS? Non, je n'ai pas dit ça. Ok. Mais quand même, j'ai beaucoup d'interrogations concernant ce passeport. Et le ministre de la Sécurité quand même a fait un bon communiqué. J'ai apprécié, c'est un communiqué responsable. Mais la procédure de validation des passeports et autres, nous qui ne sommes pas experts dans ce domaine, on se pose la question, qu'est-ce qui fait la réticence des pays qui délivrent les visas aux détenteurs de ces passeports-là?
Et ces pays-là aussi ont leurs raisons. Pourquoi ils ne délivrent pas leur visa aux détenteurs de passeports de l'AES. Pour l'instant, si les interrogations, les inquiétudes de ces pays-là ne sont pas répondues, je pense qu'on va rester dans le statu quo. Bon, maintenant, pour sortir de là, il y a un effort diplomatique qui doit être fait. Et ce travail, déjà que le problème a été soulevé, on souhaite quand même que les autorités puissent travailler d'arrache-pied avec l'ensemble des organisations diplomatiques qui sont impliquées dans la reconnaissance des passeports pour quand même que ceux-ci vraiment puissent reconnaître le passeport de l'AES. Mais en attendant, s'il y a des difficultés, que les gens qui ont déjà pris le passeport de l'AES prennent leur mal en bien pour voir comment est-ce que vraiment on peut trouver la solution définitive. Monsieur Yatra, sur la question du passeport AES. Non, moi je trouve que, qu'on le dise ou pas, le passeport AES répond aux normes internationales, ça c'est sûr. Parce qu'en réalité, il n'y a que le logo CEDEAO qui a laissé place au logo AES. C'est d'ailleurs ce que le ministère de la Communication, de la Sécurité a indiqué. C'est un passeport qui respecte toutes les normes en la matière. Seulement que le Mali doit s'attendre à ça. Ça, c'est clair. C'est une sorte de punition qu'on est en train d'infliger. On doit s'attendre à ça et les autorités doivent essayer d'anticiper certains problèmes par rapport à ça. Sinon, quand tu décides d'être indépendant, quand tu décides de prendre sa souveraineté vis-à-vis de tes anciens maîtres, ça c'est sûr, il faut s'attendre à des comportements comme ça. Donc, même si ces passeports sont dans la norme, c'est sûr que les Occidentaux ne vont pas rendre la vie facile à nos ressortissants. Donc, on doit s'attendre à ça psychologiquement et mentalement. Et nos expatriés doivent s'attendre à ça, ce qui voyagent beaucoup, comme mon cher ami Soumano doit s'attendre à ça. Donc vraiment, je crois qu'ils serront les ceintures et je pense qu'ils seront un jour ou l'autre, d'un jour ou l'autre, ils vont les valider, ça c'est sûr. Sinon, moi je ne suis pas sûr que les autorités peuvent mettre en circulation un passeport qui ne répond pas aux normes. Ça, je balaye d'un revers de main ça, mais c'est peut-être une mauvaise foi, peut-être de nos amis occidentaux pour rendre la vie difficile à nos ressortissants. Je vois que Soumano te regarde avec un regard amical. Cette fois, allez-y. Il est revenu à de bons sentiments. Voilà, de bons sentiments. Là, je le reconnais, c'est un consultant, je le reconnais. Donc, pour cette question, il fait votre affaire. Bon. Quand on est sur la même longueur d'onde, ça passe. Quand on est pas sur la même longueur d'onde, ça passe. Là, je rejoins, c'est vraiment c'est de la mauvaise volonté. C'est la mauvaise volonté. Comme on le dit. C'est une punition. Bon, la mauvaise volonté, punition ou bien créer de faux problèmes. Moi, je pense que l'État devrait s'attendre à ça. J'avais dit au départ, la libre circulation des personnes et des biens reste toujours le défi de l'AES. Donc, ce qui prouve à suffisance que cette libre circulation risquera toujours des difficultés. Mais la diplomatie doit jouer son rôle. Et aussi, moi, je préfère que si ces ambassades sont connues et les faits sont avérés, qu'on joue sur la réciprocité. C'est-à-dire que tu ne me donnes pas, je te donne pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé. Tu refuses notre passeport, on refuse ton passeport. Même s'il n'y a pas la même capacité de réciprocité en termes d'égalité, je préconise que l'État continue toujours à ne pas céder à la mauvaise manipulation, à la désinformation, des soutiens sous-tendus de la CEDEAO, qu'on aille de l'avant avec nos passeports. Soumano, qu'est-ce qui doit être fait concrètement pour juguler cette situation? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit il faudrait que peut-être, moi je ne sais pas si c'est des situations avérées, mais si c'est le cas, il faudrait que les citoyens concernés puissent non pas aller comme on a appris pour le cas, certains cas qui ont été indiqués, de pouvoir saisir les autorités et puis maintenant laisser la gestion aux autorités à travers les canaux les plus officiels. Pour moi, c'est ça. Parce que vous savez, la diplomatie, c'est aussi de la communication. Et ce n'est pas une communication comme ça, c'est une communication professionnelle, c'est une communication bien maîtrisée. Et donc, si vous balancez des informations du genre, par exemple, moi je vous dis, nous on était en train de voyager, il y avait certains de mes membres de la délégation qui avaient leur passeport CEDEAO en cours de validité, qui étaient dans les circuits de visa. Mais après, il y a certains qui ont pensé que non, le tel jour va trouver que
c'est peut-être le passeport AES qui sera mis en vigueur. Est-ce que ça ne va pas jouer sur... Mais pourtant, ces gens ont eu leur visa tranquillement, on a voyagé, il n'y a pas eu de souci. Et je suppose, si c'était des passeports AES, on aurait voyagé dans les mêmes conditions. Pour moi, il n'y a vraiment pas de problème. Maintenant, si d'aventure il y en a, que ceux qui seront concernés de cette situation-là puissent saisir les autorités, comme ça a été indiqué dans le communiqué. Pour moi, c'est ça la sagesse, parce qu'il faut aider aussi nos autorités à bien communiquer. Bon, moi, difficilement, je dirais que c'est la mauvaise foi, parce que la mauvaise foi, il faut la prouver. Or, en matière de droit, il est difficile de prouver la mauvaise foi. Donc, mais il faut aller sur la base de bonne foi. Et donc, j'ai vu d'autres aussi essayer de justifier que oui, il y a eu telle ou telle chose en essayant de faire porter la responsabilité à nos autorités. Pour moi, tout ça, on peut, à travers une communication maîtrisée, répondre de façon beaucoup plus professionnelle. Et il faudrait que les citoyens eux-mêmes qui sont dans cette situation et qui seraient engagés dans cette situation puissent aider à plus qu'on puisse leur faciliter la chose et faciliter la tâche également à nos autorités. Donc, de les saisir de façon beaucoup plus directe. Jacques, qu'est-ce qui doit être fait concrètement par le gouvernement? Le gouvernement qui continue à travailler sur le plan diplomatique pour rassurer les partenaires. Moi, je ne dirais pas que les Occidentaux sont pour ou contre vraiment le passeport AES, mais il y a toute une question de sécurité derrière. Et les questions de sécurité, il y a des pays qui traitent ça avec avec beaucoup de prudence. Et aujourd'hui, quand les pays ne se rassurent pas, bon, on ne sait pas trop dans quelles conditions vraiment les données biométriques ont été fournies et qu'il faut vraiment faire attention à des éléments spécifiques. Nous, on n'est pas quand même des techniciens en la matière. Il y a pas mal de problèmes qui se posent. Que le gouvernement travaille à comprendre les inquiétudes, les soucis et les préoccupations vraiment de ces pays, de ces partenaires, voir qu'est-ce qu'il faut pour les rassurer vraiment de du bon respect des procédures d'établissement des passeports. Et si cela est fait et que ce n'est pas accepté, tu préconises les mesures de réciprocité. Moi, je pense que le Mali est un pays où vraiment les gens sont beaucoup plus en mouvement à l'extérieur qu'il y ait des gens qui viennent de chez nous. Ouais. Par exemple, il y a plus de Maliens en Europe que d'Européens au Mali. Donc, si on veut vraiment quand même rester, se cacher derrière notre esprit panafricaniste pour dire que non, il faut des mesures de réciprocité. De rétorsion, comme ça ne marchera pas. Mais il faut réellement un véritable travail diplomatique pour quand même rassurer nos partenaires. D'accord. Voilà. Yatara, qu'est-ce qui doit être fait pour endiguer cette situation? Je suis un fervent défenseur du général Assimi quand il dit que il a 2 lignes rouges à ne pas franchir, le Mali et les Maliens. C'est 3 lignes rouges. Le Mali et les Maliens. Non, c'est pas ça, c'est les 3 principes. D'accord. Mais il a dit dans son discours à la présentation des vœux face à la société civile qu'il a 2 lignes rouges à ne pas franchir, le Mali et les Maliens. Je sais que mon principe c'est ça. Quand il s'agit de défendre le Mali par rapport à l'extérieur, même dans le tort, je vais défendre le Mali. Même dans le tort, je vais défendre le Malien qui est à l'extérieur. Mais ici, on s'est dit la vérité. D'accord. Personne ne nous empêchera de dire la vérité. Ça, c'est mon principe. Qu'est-ce qui doit être fait rapidement? Bon, ce qui doit être fait, c'est la réciprocité pure et simple, parce que ceux qui sont dans les situations se déclarent auprès des autorités compétentes. Et aussi chercher les voies et moyens, au-delà c'est la réciprocité, il faut qu'on se fasse respecter. Je ne vois pas pourquoi ils sont dans cette situation. Nous sommes malheureusement au terme des débats de ce numéro de votre émission Regard Croisé qui recevait donc comme invité Monsieur Abdallah Yatara du parti Yelema Modibo. On ferait le regard croisé sur le livre la semaine prochaine. Notre deuxième invité était donc M. Modibo Diakité de la société civile, Abdallah Yatara, je l'ai dit, du parti Yelema, Cheikh Maro Soumano, baromètre, Dr Amadou Touré, chercheur en sciences politiques, auteur de ce livre Reconquête territoriale et souveraineté politique
au Mali, cas de Tombouctou, les mérites du général d'armée Assimi Goïta, comme s'il avait attendu, en tout cas, le grade du général d'armée d'Assimi pour faire paraître ses livres. En tout cas, félicitations à vous, Dr Touré. Bon vent au livre. Merci à vous de nous avoir suivis.